Aujourd'hui, il paraît qu'on revient à l'école. Alors on va revenir à La Fontaine pour sortir un peu. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de cette fable double de La Fontaine. Ah, je sais plus dans quel livre elle est. En tout cas, elle est dans les fables, ça c'est sûr. C'est le héron et la fille. Alors on dit toujours le héron et la fille parce que c'est une fable double et ça raconte la même chose. Mais c'est intéressant que ça raconte la même chose parce que ça ne le raconte pas pareil. Et ce n'est pas au héron que je parle. On va la lire. Le héron. Et on va la lire d'abord en se rendant compte qu'il faut garder l'une en tête pour lire l'autre. Alors c'est vraiment du La Fontaine, je vais la commenter au fur et à mesure comme je fais d'habitude, en improvisant comme dans toutes ces vidéos. Là, je l'ai prise sur mon ordinateur, non j'ai rien d'honteux à montrer. J'ai refait, on voit rien du tout de toute façon à l'écran. J'ai refait la disposition en dos parce que je n'ai pas de livre de La Fontaine sous la main. Parce que le décor a changé, la bibliothèque aussi. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Ça déjà, c'est extraordinaire, c'est vraiment du pur La Fontaine. Un jour, c'est proche du « il était une fois », mais on n'est pas dans le conte. Un jour, ça donne l'impression d'être précis tout en ne l'étant absolument pas, parce qu'on a un article indéfini, un. Mais ce qui va donner l'impression d'une précision, c'est qu'immédiatement, le héron, avant d'être introduit, est déjà connu sur ses longs pieds. Donc, les longs pieds, ça va être évidemment la caractéristique du héron. On sait qu'un héron, ça a des longues pattes. Je suis pas très bonne, moi, en zoologie. Mais ce qui est intéressant, c'est le possessif. Et le fait que l'on voit arriver le héron d'abord par ses pieds. Dans un cartoon, c'est comme quand le personnage, il arrive là comme ça. C'est cette impression-là qu'on a. Ça marche bien parce que comme j'ai les bras très blancs avec un fond très noir, ça jette. Et on peut noter l'antéposition de l'adjectif long avant-pied. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire la diérèse. La diérèse, pied, plutôt que pied, la synérèse. Donc, on va avoir le long avant pied, ce qui va donner une impression d'une longueur d'autant plus grande. Et ça veut dire qu'on va avoir un élément, le personnage va être présenté comme déjà familier, avant même d'être présenté. Parce que les longs pieds, ce seront ceux du héron. Aller, je ne sais où, le je, c'est celui du narrateur, le fabuliste. C'est pas La Fontaine, c'est La Fontaine en tant que se mettant en scène dans ses fables. Et en même temps, c'est pas vraiment jeu, parce que je ne sais où, c'est une expression toute faite. Mais ça fait qu'il est là sans être là. Et ça, c'est intéressant, parce que l'ensemble de cette poésie, c'est dire sans dire et faire dire plus sans le dire. Je ne sais où, expression toute faite, mais dont le sens doit être pris littéralement, stricto sensu, dans la mesure où je ne sais où, ça tombe bien puisqu'on est un jour, c'est-à-dire je ne sais quand. Et le cadre va être en fait typifié par ce double mouvement d'une précision de ce qu'on appelle j'allais dire un biotope parce qu'il s'agit de nature, mais de ce qu'on appelle un chronotope, et en même temps tout ce qui fait que rien n'est possible. Donc un jour sur ses longs pieds, aller je ne sais où, hop, sur ses longs pieds, et on a pied au pied, ça c'est quand même rigolo, ça nous parle aussi un peu de poésie. Doucement. Le héron au long bec emmanché d'un long cou. Et hop, on entend comme ça fait des vagues, ça tombe bien, c'est la démarche du héron avec les longues jambes. Et la longueur du héron, elle est là tout du long, si je puis dire. Long bec, à nouveau antéposé, c'est-à-dire situé à gauche du substantif, long à gauche de bec, emmanché d'un long cou. Qu'est-ce qu'on a là? Long bec emmanché d'un long cou. On a des nasales. La nasale, hop, on va avoir tendance, quand on nasalise, à relever un peu la tête, parce que le son il remonte, donc on a cette sensation de hauteur, et en même temps de quelque chose d'un peu guindé, comme on va dire, en mettant des circonflexes bourgeois. Et donc, là, ce qu'on a en plus, c'est que ces nasales, elles sont accentuées. Et ça fait qu'on a le au long bec emmanché d'un long cou. Et tac, tac, tac. Et c'est ça qui donne l'impression de démarche en hauteur. Et ça fait l'effet cartoon. Et c'est exactement comme dans un cartoon. On vous demande pas, il n'y a pas un épisode où on vous présente Titi et Gros-Minet. Ils sont déjà là. C'est la même chose pour les Isaac Newton de la rubrique à braque de Gottlieb. J'avais écrit un article là-dessus, je m'étais amusée. La première apparition d'Isaac Newton dans la rubrique à braque, c'est Isaac Newton sur un transat qui se prend un pélican dans la figure. On est encore loin de la pomme, mais ça marche parce que on est dans ce qu'on appelle
l'exophore mémoriel de notoriété, à savoir que l'on fait référence à un élément extérieur, c'est ça, exophore. Une anaphore, ça va être quand on répète en début de phrase, par exemple le fameux moi président de Hollande, on s'en souvient de celui-là. Mais c'est aussi, en fait, quand on regarde ce qui est de l'ordre de la référence dans un texte, donc comment on désigne, on va avoir ce qu'on appelle les déictiques. Tchac, déictique, je désigne, et l'ensemble, ça s'appelle la DX6, et on va avoir ce qui est de l'ordre de la reprise. Eh bien, on a un nom, et ça va être repris par un pronom. Un homme, l'homme, cet homme. Et quand on est dans une annonce, ben, on a une cataphore, c'est ce qu'on a avec ces longs pieds, et quand on reprend ensuite, c'est ce qu'on appelle une anaphore en grammaire. C'est un peu comme la cathode et l'anode, sauf que moi je passe par l'anaphore pour me rappeler de comment ça marche en électricité. Mais ça va peut-être vous aider. Ça marche avec anabase, catabase, il y en a un qui monte, un autre qui descend, ce sont les mêmes racines pour tout. Qu'est-ce qu'on a là? Un long bec, donc on a le héron, article défini, majuscule, typification de l'animal. Typification, c'est-à-dire que l'animal devient un type, on va le reconnaître, et par ce processus, donc exophore mémorial de notoriété, c'est-à-dire que l'exophore, c'est ce qui va faire référence à quelque chose qui n'est pas dans le texte, qui est extérieur, comme on a endogame, exogame. Endogame, on se marie dans sa classe sociale, par exemple. Exogame, on va se marier en dehors du groupe. Et ça, c'est en anthropo plutôt. Et donc l'exophore, on fait référence à quelque chose d'extérieur. Mémorial de notoriété, c'est-à-dire ben, tout le monde s'en souvient. On a tous, toutes, en tout cas dans les lecteurs tels que programmés par La Fontaine, l'image d'un héron. Et donc quand on a un héron, ben, nous ce qu'on va voir c'est le héron tel que lui-même arrivant dans la scène avec son article défini, ses longues pattes, enfin ses longs pieds, son long bec, son long cou. Et donc c'est le héron avec ses caractéristiques traditionnelles, là on est même très proche de quelque chose qui s'appelle les attributs épiques, voire les épithètes homériques. Euh, Hermès au pied ailé, par exemple, ou l'aurore au doigt de rose, ça c'est vraiment de l'épithète homérique typique de l'épopée. Et là, on a bien au long bec. Tac. Et ça nous donne quelque chose qui va être en fait déjà un peu comique. Parce qu'on le connaît, il arrive avec une démarche de cartoon. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas de cartoon au XVIIe siècle. Mais il faut pas croire qu'on rigolait pas déjà. Et qu'on va rigoler de la démarche comme ça. Je me souviens d'un passage du roman de Renard avec le vermisseau qui arrive comme ça, hop, sur son destrier pour attaquer Renard et qui est complètement ridicule. Moi, il m'avait fait de la peine. Ça avait été une incompréhension en cinquième, ce texte. Mais on a quelque chose d'ici d'un peu épique, mais de ridicule en même temps, parce que c'est un héron. Est-ce vraiment un héron d'ailleurs? C'est là que ça devient compliqué. Parce que ce héron, il a donc des pieds qui peuvent rappeler la poésie, mais il aurait dû avoir des pattes, et j'ai fait l'erreur en le reprenant. Il a un cou, ça peut fonctionner, un bec. Bon, ça c'est des choses, on dit bien la girafe a un long cou, c'est animal, le bec, quand on parle d'un bec pour les humains, c'est plutôt négatif, ou en tout cas familier. Emmanché. Emmanché, c'est avoir un manche. Mais ça peut aussi être comme ça, là, autour du col. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas directement animal et qui en plus est un peu familier. Donc on a un personnage qui arrive qui va être donc animal, on est dans les fables, on n'est pas étonné, qui est typifié, qui est héroïcisé, donc qui a une dimension héroïque, mais en même temps, bah, il s'agit un peu d'héroï comique. L'héroï comique, c'est quelque chose qui est rigolo. C'est un de mes registres préférés. En gros, il y a ce qu'on appelle le burlesque. Le burlesque, c'est quand vous allez avoir un décalage entre ce qui est raconté et le registre, c'est-à-dire la façon dont c'est raconté. Et quand on est très précis, c'est-à-dire quand on suit Boileau, il y a le burlesque haut et le burlesque bas, à savoir le burlesque et le comique. Et donc le burlesque, ça va être de dire dans des termes familiers, voire vulgaires, des choses hautes. L'exemple typique, c'est je vous raconte l'Iliade et l'Odyssée comme si j'étais une poissonnière. Et vous allez avoir à l'inverse, je raconte en style, par exemple épique, en tout cas en style haut. Donc là, c'est vraiment les idées registre style du XVIIe. En style haut, ce qui en fait va être complètement anecdotique, familier, voire vulgaire. Par exemple, si pendant 1h30, je vous raconte comment j'ai pris le métro. Mais j'ai vachement couru pour avoir le métro. Hein. Voilà. Et donc avec ces effets-là, et vous allez avoir en fait un décalage, et ça c'est un des grands procédés du comique. Ce décalage, c'est ce que vous avez dans tous les films, pas dans tous les films, dans tous ceux qui sont drôles,
mais c'est un truc qui marche très bien, c'est ce que vous avez un peu dans Shaun of the Dead, c'est tous les effets de ralenti. Alors après, vous avez des effets de référence, etc., qui s'ajoutent au cinéma, mais je m'égare. Et on a quelque chose qui fonctionne quand même assez bien. On a ou qui rime avec le coup. C'est marrant, c'est d'autant plus rigolo. Le coup est si long qu'on ne sait pas où il va. Et ça, c'était les 2 premiers vers. On continue. Il côtoyait une rivière. Marche le long de la rivière. Mais côtoyer, c'est joli, c'est comme avoir une fréquentation. Tout en étant à côté, c'est à la fois spatial et humain. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour, ma commère la carpe y faisait mille tours avec le brochet son compère. Donc là, on voit que nous avions un distique à rime plate, ou, mais qu'on a ensuite des rimes qu'on appelle des rimes embrassées. Rivière va rimer avec compère, et au milieu, on a jour qui rime avec tour. C'est une forme assez classique, ce qui est toujours rigolo chez La Fontaine, c'est l'hétérométrie, c'est-à-dire comment, c'est pas de la poésie en prose, mais comment il va mélanger plein de vers réguliers en faisant un truc, c'est le swag, hein, ça n'appartient qu'à lui. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour, on est parfaitement en registre épique ou du moins en registre haut. L'onde pour l'eau, la transparence, c'est topique, il fait beau, il fait pas beau. Ainsi qu'au plus beau jour, on a un superlatif absolu, expression du plus haut degré, tout ça nous amène dans un registre épique, néanmoins familier, ma commère la carpe il faisait 1000 tours, on est dans quelque chose donc de familier, on voit avec l'article défini, haute typification d'un animal la carpe, mais la commère va en plus instaurer un lien de familiarité entre le fabuliste qui prend la parole, dans je ne sais où, doucement, et ma commère. Et c'est intéressant, c'est comme si La Fontaine y causait aux animaux. Il faisait 1000 tours, une hyperbole topique, 1000, avec le brochet son compère. Et le compère étant l'ami de la carpe, on suppose qu'il est aussi l'ami de La Fontaine. Et là, on peut voir comment on va avoir... Alors, je vais pas compter, je suis pas très bonne par contre pour mesurer ça, mais moi je vois ici Alexandrin, Alexandrin et semi-alexandrin. Et ça donne une impression de légèreté. Et ça fonctionne pas trop mal avec la démarche du héron. Le héron, justement, en eut aisément fait son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre, qu'il eût un peu plus d'appétit. Qu'est-ce qui se passe? Le héron, il est dans un endroit idyllique, le topos du ce qu'on appelle le locus amoenus en rhétorique, c'est-à-dire du lieu agréable, juste esquissé à quelques traits, onde transparente, ainsi qu'au plus beau jour, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est dans les plus beaux jours. On avait donc un petit, une présentation très sommaire qui permet juste d'identifier le héron, de le reconnaître comme quelqu'un de familier ou un animal familier. Et cette familiarité entre le héron et la rivière, le fabuliste et la carpe et le brochet. Ça nous amène le début d'une dramatisation. Que va donc faire le héron? Il aurait pu manger, néanmoins il attend. Et cette dramatisation, elle va permettre un effet d'hyperbate avec quelque chose. L'effet d'hyperbate, c'est l'effet d'attente en grammaire, mais aussi en rhétorique, quand on y prend au-delà du niveau de la phrase. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Et là, en fait, on voit une espèce de familiarité, qui est une familiarité qui ramène à un âge d'or, hein. L'époque où les animaux partagent leur haleine, ça vient de la légende des siècles, où ils vont être les uns à côté des autres, sans danger. Sauf que là, l'absence de danger, elle est juste liée au manque d'appétit du héron. Il crut mieux faire d'attendre. Le ver est dans le fruit. À savoir que nous avons la conjonction de coordination adversative, mais qui va marquer l'opposition. Il crut mieux faire d'attendre. Alors là, on peut noter comment on avait, avant, le héron en eût fait aisément son profit, qui va ici être du côté du fabuliste, de son point de vue. En eût fait son profit, on est dans un temps surcomposé, hein. Dans un temps composé, c'est-à-dire dans un aspect global. On voit le processus dans son ensemble. L'inverse, c'est l'aspect séquence, c'est ce qu'on a avec l'imparfait juste après. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. L'imparfait, ça va donner l'aspect séquence, c'est-à-dire que si on prend le temps, la timeline, ou comme ça, dans la timeline, l'action qui va être ici, quand on la présente avec un aspect global, on la présente dans sa globalité. C'est-à-dire on sait qu'il y a un début et une fin qui sont inclus dans la façon qu'on a de conjuguer le verbe.
Alors que quand on va avoir l'imparfait, on a un timeline, on a toujours l'action ici, sauf que la façon dont on va décrire l'action, on ne va pas voir le début ni la fin. C'est avant les limites de l'action. Dans l'action d'approcher, d'arrêter d'approcher, on n'a ni début ni fin. Et ça nous donne l'impression d'un tableau qui est en train de se dérouler, d'un tableau qui dure. Et c'est pour ça que l'imparfait a cette valeur durative. Et donc là, on a déjà quelque chose qui va être de l'ordre de l'entrée en récit. Alors, on avait un jour, mais ici ça se précise. Parce qu'alors qu'on a un tableau, eh bien, le héron crut mieux faire d'attendre. Et on a un passé simple ici, le retour à l'aspect global, qui montre déjà, en fait, comment, alors que l'action s'étend, lui-même, dans son action de croire, il crut, a déjà fini. Et c'est comme si, en fait, ce tableau lui échappait déjà. Et c'est comme ça que le récit se met en place. Il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Alors là, il s'agit de donner les raisons du héron, et cette raison, elle apparaît par une focalisation interne. Parce qu'évidemment que le fabulus, c'est ce qui se passe, mais il ne va nous donner que les éléments qui vont être intéressants pour pimenter le récit. Et pour l'expliquer, on va avoir un retour à un narrateur omniscient, un retour d'ailleurs on ne l'avait pas encore eu, mais il vivait de régime et mangeait à ses heures, hop, un seul vers qui va nous caractériser non plus seulement le héron en tant que héron, mais le héron en tant que ce héron. Et on est familier, on apprend, mais on n'a pas l'impression d'apprendre parce qu'on le connaît déjà. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Oh là là, je lis mal. Ça, c'est le confinement. Donc, il vivait de régime. Là, on a quelque chose de l'ordre d'une diète. Manger à ses heures, ça va être plutôt de l'ordre de la fantaisie. Mais dans tous les cas, les imparfaits vont nous ramener à un autre tableau qui est celui du héron. Et donc, on quitte des yeux la rivière, on passe à un autre tableau pendant que le tableau de la rivière se poursuit. Implicitement, mais on sent qu'il va finir par ne plus se poursuivre. Et c'est bien ce qui va se passer. Je spoil. Après quelques moments, l'appétit vint. Et il n'a pas fait ce qu'on dit de faire. Et l'appétit vient en mangeant. Il attend. Et il écoute sa propre volonté. Après quelques moments, on a bien une temporalité du récit, mais cette temporalité est très vague. Quelques moments au pluriel. Ça aurait pu être quelques au singulier, ce qui aurait été un archaïsme très très courant chez La Fontaine, qui nous donne toujours cette impression d'un tableau ou ça nous donne l'impression d'une poésie hors du temps, en fait, les archaïsmes chez La Fontaine. On va voir ça plus tard. L'appétit vint, l'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Qu'est-ce qui se passe là? Là, on a ce qu'on appelle un contre-rejet. Ça veut dire que le verre commence à disloquer, c'est-à-dire que le tableau commence à se défaire et la situation s'aggrave au moment où l'appétit vient. L'appétit était l'élément perturbateur officiel du poème, alors qu'on sentait bien que ça n'allait pas le faire. Mais là, ça y est, comme dans une tragédie, les choses se mettent en place. Donc, il vivait de régime et mangeait à ses heures, l'appétit vint, l'oiseau, tac, s'est rejeté en bout de verre. Le rejet, c'est quand on va voir dans un verre, on va avoir juste un petit bout au vers suivant. Ça, c'est le rejet. Et quand le petit bout, c'est le vers d'avant, et hop, ça va suivre sur le vers, c'est ce qu'on appelle le contre-rejet. Et quand c'est à peu près moitié, on appelle ça un enjambement. En gros, moi, ma spécialité, c'est pas ça, c'est les récits de... Même pas les récits, c'est la non-fiction, ma spécialité. Et j'aime bien les récits. Et j'aime bien quand il y a du récit alors que c'est pas dans un récit. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau. Qu'est-ce qu'on a là? On a un participe présent. Ça, c'est extraordinaire. C'est très La Fontaine. Le participe présent, c'est le temps ou le tiroir verbal qui permet de montrer le procès se faisant, c'est-à-dire la simultanéité. Et donc, on va avoir une action, mais l'action, elle est immédiatement, j'ai envie de dire pénibilisée, mais en tout cas entravée par la vision du héron. S'approchant du bord vit sur l'eau, cette vision au passé simple, elle fait entrer dans le récit parce qu'on va avoir une succession comme ça de passé simple, mais ces passés simples, ils vont pas suffire au héron. Et en fait, on va voir comme ça une énumération d'actions. Alors, s'approchant du bord vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Eh bien, voilà, là ce qu'on va avoir, encore une majuscule, les animaux,
on a des tanches. On n'est plus sur ma commère la carpe, son compère le brochet, c'était l'inverse. Non, le brochet, son compère. Mais on a un indéfini pluriel, des tanches. Ça nous amène un mets de peu de qualité. Et par ailleurs, brochet comme carpe ont été oubliés. On a quelque chose de très joli avec l'imparfait qui sortait du fond de ces demeures. Ça arrive du fond de l'eau. Ces demeures, c'est intéressant parce que ça nous humanise l'animalité. Le mets ne lui plut pas, parce que bien sûr, on nous rappelle que tous ces poissons, du point de vue d'un héron, ce sont autant d'aliments. Le mets ne lui plut pas, hop, un passé simple qui nous permet de résumer ce qui se passe immédiatement après la vision. Il s'attendait à mieux, retour au tableau précédent, et montrait en goût dédaigneux. Intéressant de montrer comment mieux rime avec dédaigneux. Tout de suite, on va avoir déjà par le son, il s'attendait à mieux, et montrait en goût dédaigneux. Et on peut voir comment l'alexandrin, mais je ne vais pas compter sur mes doigts, vous allez me taper dessus, va avoir un effet de chute avec les mystiches. Comme le rat du bon Horace. Et là, hop, retour à référence à une autre fable. Ça, c'est très La Fontaine aussi, parce que comme ça, il s'inscrit dans une continuité, tout en revenant sur cet exophore mémoriel de notoriété. Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron, j'ouvrirai pour si peu le bec. Au Dieu ne plaise, il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. Hop, on va s'arrêter là-dessus. Moi, des tanches, dit-il, ça c'est génial. On l'avait, mais on n'avait qu'un tableau. Maintenant, il cause. Et il va causer en discours direct. Alors, on va voir que c'est un indirect, puisqu'en fait, on a l'incise juste après, dit-il. Une incise, c'est quand on va avoir l'insertion comme ça d'un discours second avec inversion sujet-verbe. Bon, on se fâche pas, hein. C'est dit-il, raconta-t-il, rétorqua-t-il. Hein. Ça, ce sont des incises. Mais quand on va avoir une espèce de phrase insérée, comme il le disait, ben, on appelle ça une incidente. Moi des tanches, moi héron que je fasse, qu'est-ce qu'on a? Moi des tanches. Ça, on a une phrase averbale, sans verbe. Pourquoi? Parce qu'il est tellement offusqué qu'il y a lui, le mais le verbe, il n'y a même plus besoin de le dire tellement c'est scandaleux. Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? Alors, moi, héron, hop, rappel de lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait d'un peu épique avant va avoir été comme incorporé par l'animal qui parle, et qui refuse son mets. Une si pauvre chair, je vous rappelle que la chair, ça vient de cara, en latin, et donc la chair, c'est vraiment la viande. Cara, carna, et en fait, faire bonne chair à quelqu'un, c'est... Oula. Faire bonne chair, c'est... Je crois que c'est ça. Ah, bah alors là, j'ai un trou. Je crois que c'est sortir la bonne nourriture, mais faire bon sourire aussi en même temps, quelque chose comme ça. En tout cas, si pauvre chair, ça va résumer les aliments, comme le préalable, mais avec une nuance d'archaïsme. Et c'était déjà archaïque au XVIIe, hein, comme ça. Et ça permet d'avoir cette espèce d'impression d'intemporalité dans les fables. Et pour qui me prend-on? Mais qui est le spectateur? Le on auquel il fait référence et qu'il a donc incorporé. Ça, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que c'est un héron qui a un regard social. La tanche rebutée, il trouva du goujon. Ça, la tanche rebutée, c'est génial. C'est génial parce que c'est un ablatif absolu. La tanche rebutée, c'est-à-dire la tanche une fois rebutée. Et ça, c'est un calque de la structure latine. Ça permet d'aller très vite. Ça, c'est très La Fontaine. Et grenouille de sauter. La tanche rebutée. Paf. Et ça vous montre le dédain parce que ça passe dans un hémistiche sans même un verbe. Il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise, il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. Alors, je vais aller plus vite sur ça parce qu'elle est quand même longue cette fable. Il trouva du goujon. Du goujon, on raconte immédiatement la réaction. Et ce qui va être drôle, ce sont bien ces réactions du héron. C'est bien là le dîner d'un héron, j'ouvrirai pour si peu le bec. Il ouvre tant pour parler. Au Dieu ne plaise, les dieux nous ramènent à une époque antique, exophore mémorial de notoriété, paganisme,
Et peut-être une petite nuance d'anticléricalisme. Légère, elle est plus marquée dans d'autres endroits, à d'autres endroits. Alors, j'ouvrirai pour si peu le bec, repris par il ouvrit pour bien moi. Donc le jeu du discours direct ramène ensuite le fabuliste sur le devant de la scène par le passage donc du jeu au il. Il devient le délocuté. Le délocuteur grammaire, c'est celui dont on parle. Il ouvrit pour bien moins. Le apostrophe, c'est le bec. Donc il ouvrit son bec pour bien moins. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il a fait pour bien moins pour parler, alors même qu'un héron n'est pas censé parler. Et, bien sûr, les choses vont aller de mal en pis pour le pauvre héron. Donc on a à la fois un effet de reprise et un effet d'annonce. À la fois une anaphore et une cataphore. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. La faim le prit, on avait un appétit, hop, la dramatisation, c'est celle de l'appétit qui se fait besoin vital. Et on peut remarquer que le héron devient objet de cette faim, objet grammatical, et il en devient donc la victime, l'objet de l'action. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Donc là, hop, on a à nouveau quelque chose qui va s'étendre au niveau des vers et qui va ramener un autre tableau qui va cette fois être dressé et brossé par le fabuliste, non sans malice. Tout heureux et tout aise, on peut noter comme ça sonne bien. Alors même, il faut que ça sonne parce que le comique va reposer sur le contraste entre ce bonheur relatif et la maigreur de sa pitance, de rencontrer un limaçon. On se souvient qu'il côtoyait la rivière et maintenant on n'est plus qu'au niveau du limaçon. Limaçon, article indéfini, on ne le connaît pas, c'est une victime innocente de cette fable. Le limaçon n'étant même pas seulement une limace, mais étant plus petit. On le voit avec le radical, le suffixe on. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a la morale. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez humain en notre compte, vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons. Là, ça a l'air d'être super classique. On nous a dit, la fable, c'est une histoire avec une morale, et parfois on dit, c'est un corps avec une âme, la morale, le corps du récit. Top. Ça tombe bien, on a eu un récit, et là on a une morale. On avait le tableau, puis là maintenant on a le fabuliste. Bon, on a vu que c'était pas si simple, parce que quand même le fabuliste, on sentait bien qu'il était un peu là. Et il se passe une autre chose, c'est que le fabuliste, il nous annonce la suite. Et ça, c'est étrange. Alors, ne soyons pas si difficiles. Là, on a vraiment quelque chose de l'ordre d'une morale directe, avec prise en compte du lecteur. Ça, on le voit avec le nous, c'est un impératif. Ne soyons pas si difficiles, donc à la fois aussi difficile que le héron, mais trop difficile. 2 points. Énoncer de la morale, les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Hop, un dicton. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Deuxième dicton. Ça pose problème déjà, parce que la morale, elle est mise en scène, et il y en a 2. Et c'est pas la même chose. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Ça fait à peu près, quand t'es malin, tu fais avec ce que t'as. Hein. On hasarde de perdre en voulant trop gagner, ça c'est autre chose. Ça c'est la suite. En fait, donc il y a 2 morales, quand on regarde vraiment. Et ça, on le voit, parce que on a 2 fois les 2 points, ce qu'on ne pourrait plus faire en français moderne. Mais ça a fait qu'on a 2 fois cet énoncé de vérité générale, et c'est pas tout à fait le même. 2 morales, peut-être 2 têtes, 2 âmes. Reprise de l'adresse, gardez-vous de rien dédaigner, donc adresse au lecteur, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Alors, peut-être que là dans le pari, il y a une petite allusion à Pascal, j'en sais rien, elle me paraît pas impossible du tout. On hasarde de perdre en voulant trop gagner, on parie, on perd, ça me paraît pas illogique. Allusion religieuse, je ne sais pas. Surtout quand vous avez à peu près votre compte,
Bien des gens y sont pris, ce n'est pas au héron que je parle, écoutez humain un autre conte. Alors, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bon, ben voilà, il ne faut pas trop en vouloir. Ça, c'est une troisième morale. Mais cette fois, elle n'est pas énoncée comme une maxime, mais vraiment comme un conseil qu'on pourrait faire à un ami ou à un élève. Bien des gens y sont pris, ça, on se souvient qu'on est gros gens comme devant, ce n'est pas au héron que je parle. Et alors là, on se rend compte que la morale, elle change. Parce qu'on avait des adresses, mais là, on a une insistance. Et cette insistance, elle passe notamment par le rejet de la subordonnée que je parle. Ça, c'est en début de vers suivant. Ce n'est pas au héron que je parle. Hop, et c'est ensuite glosé, donc explicité. Écoutez, humain, en notre compte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Alors, ce n'est pas au héron que je parle. On comprend que c'est à nous, en tant qu'humains, lecteurs. Et ce qu'on a, c'est donc un autre conte qui sera celui de la fille. Ça, c'est un type de fable plus rare, parce que c'est une fable anthropomorphe avec des humains. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Mais attendez, on n'avait pas un récit qui nous racontait tout ça? Et donc là, on va avoir un deuxième récit. Et ce qui devient intéressant, c'est de voir, eh bien, vous le savez, le héron et la fille, ce sont des poésies en diptyque, qui sont faites pour aller ensemble. Mais alors, comment se répondent-elles? Alors, on va commencer. On fait la même chose. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait, et beau, et d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des partis d'importance, la belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi? Moi, quoi? Ces gens-là? L'on radote, je pense, à moi les proposer, et là, s'ils font pitié. Allez, on s'occupe déjà de ça. Certaines filles, un peu trop fières, qu'est-ce qui se passe? Certaines filles, on commence directement par la fille. Alors, le déterminant en certaines, ça c'est ultra archaïque, ça se fait plus tellement à l'époque de La Fontaine. En tout cas, c'est un peu daté. Comme quand dans Les animaux malades de la peste, le Baudet dit « j'ai souvenance ». C'est archaïque. Et c'est intéressant, parce que nous, on l'a perdu cet effet archaïque. On l'a aussi pour des choses qui ne l'étaient pas. Mais La Fontaine, c'est une poésie volontairement archaïque, avec des traits populaires, parfois. Des syntaxes, surtout. Alors, certaines filles, une fille, ça veut dire. Mais vous voyez que déjà, quelque chose de plus dédaigneux. Et donc, finalement, c'est comme si le dédain du héron devenait celui du fabuliste. En plus d'être de celui de la fille, un peu trop fière. Et on comprend bien que c'est cet orgueil qui va être puni. On a immédiatement un imparfait qui pose le tableau, prétendez trouver un mari. On peut noter comment ça commence par deux hémistiches. Et donc le tableau, il est d'emblée plus brutal. Prétendez trouver un mari. Prétendez, c'est logique, puisque c'est... avant d'être un mari, il lui faut des prétendants. Mais prétendez, on a bien aussi la prétention en tant qu'orgueil. Et donc on a tout cela qui met en place la dramatisation dans ce récit. Alors ce mari, tout de suite, on va l'avoir par un ensemble d'énumérations qui n'est pas tout à fait du discours direct, mais pas tout à fait indirect. On ne sait pas qui parle. En fait, c'est plutôt le fabuliste qui se moquerait de la fille. Jeune, bien fait et beau, d'agréable manière. Qu'est-ce qu'on a là? On devrait avoir un rythme ternaire, ça serait ça qui serait logique. Sauf que ça s'ajoute. D'agréable manière, on en est à 4. Et on voit comment les groupes vont être de volume croissant. Et ça va donner une impression d'exagération. Et d'exagération des envies de cette jeune femme. Point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Et se noter ces deux points-ci, on ne sait qui parle. Est-ce le fabuliste qui insiste pour annoncer la suite du récit? Ou est-ce la fille elle-même qui insiste, ne sachant pas ainsi qu'elle court à sa perte? Cette fille, alors cette qui reprend certaines filles, filles pour femmes non mariées, hein. Alors cette fille voulait aussi qu'il eût du bien de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Qu'est-ce qu'on a là? Voulait aussi, alors je n'ai pas noté les rimes. Bon, ben, elles sont ici, elles ne sont plus embrassées, elles sont croisées. A, B, A, B. Et ça devient plat entre si, voulait aussi. Et vous voyez comment, hop, un vers long va rimer avec un vers court. Ça, c'est super intéressant.
qu'il eut du bien de la naissance, et puis là, hop, on va avoir des rimes embrassées. C'est génial l'hétérométrie de La Fontaine, mais je suis pas assez technique pour ça. Qu'il eut du bien de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un rythme ternaire avec ensuite un groupe présomptif qui va résumer ce qui précède et ce qui n'est pas encore dit, enfin tout. Mais le rythme ternaire lui-même est coupé par l'enjambement. Et ça va donner l'impression encore d'une exagération, ça déborde du vers, ça ne peut pas tenir dans le cadre du vers. Et la question, mais qui peut tout avoir, là, n'est plus celle de la fille, c'est celle du fabuliste. Peut-être de ses parents, de son entourage, en tout cas, c'est celle de quelqu'un qui sait que ça va être compliqué. Le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des parties d'importance, la belle les trouva trop chétifs de moitié. Qu'est-ce qui se passe? Le destin se montra soigneux de la pourvoir, c'est-à-dire qu'elle est bien fichue, quoi. Il vint des parties d'importance, donc, hop, les prétendants viennent. Et alors, comment ça entre en regard avec le héron précédent, qu'il faut garder en mémoire? Certaines filles, le héron, elle est moins typifiée, mais néanmoins, elle va entrer dans ce processus de typification avec ici donc cette fille, quelque chose qui est à la fois anaphorique, mais aussi, alors c'est... alors là j'ai un trou de mes années d'agrègue, la troisième fonction des démonstratifs, qui va être la fonction péjorative, de désignation péjorative. Là, il va manquer un truc dans cette fille, on a une façon de la désigner, cette fille. Oui, c'est pas chic. Mais qu'est-ce qui se passe? On a le tableau et on va avoir les parties qui arrivent, les prétendants. Comme on avait le héron devant la rivière et les habitants de la rivière qui auraient pu faire son repas. Et donc, ça nous montre que les habitants de la rivière pouvant devenir un repas sont assimilables aux prétendants de la fille. Et ça nous montre aussi donc que la fille peut devenir ce qu'on appelle familièrement, et non sans un certain sexisme, une croqueuse de mari. Et ça, en fait, les liens se tissent. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Et là, ça devient génial. Quoi, moi? Quoi, ces gens-là? L'on radote, je pense, à moi les proposer, et là, s'ils font pitié, voyez un peu la belle espèce. Quoi, moi? Quoi? Et ça, mon prof de Cagne nous avait fait remarquer, et apparemment c'était son propre prof qui le lui avait fait remarquer, je ne sais pas qui était cet enseignant. Quoi, moi, quoi? Déjà, clac. On le reprend avec ce qu'il y a un peu plus haut avec le héron, faut que je retrouve ma ligne. Moi d'étanche, moi héron que je fasse. Moi, toutes les deux. Quoi, moi, quoi? C'est pas du langage humain, c'est du langage de héron, c'est du langage animal. Quoi, moi, quoi? C'est moche. Quoi, moi, quoi? Enfin, je ne vais pas dire que les cris des animaux sont moches, en tout cas, c'est du non-humain. Et donc, on a comme ça un entremêlement des deux fables, jusque dans les dictions des personnages mis en scène. Quoi, moi, quoi? Ces gens-là, hop, avec cette désignation péjorative, l'on radote, je pense, et on a la même idée du on, et donc du regard social pour la fille comme pour le héron. À moi les proposer, et ça on l'avait juste moi d'étanche, moi héron que je fasse, etc. Avec ces phrases averbales dédaigneuses, mais aussi quasi animales. Et là, s'ils font pitié, voyez un peu la belle espèce. Espèce animale. Et donc, en fait, la désignation péjorative va aussi être une désignation animalière, qui continue à entremêler l'animalité et l'humanité. L'un avait en l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela. C'était tout, car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Alors, on va un peu plus vite. L'un avait en l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela. Il s'agit de parodier, de caricaturer le discours de cette belle, dont on apprend qu'il s'agit d'une précieuse. Et c'est en ça que ces poésies que j'aime tant me posent problème, parce que se moquer des précieuses, comme l'a aussi fait Molière, c'est du sexisme facile. C'était des salons de femmes, les précieuses. C'était ceci, c'était cela, et patati, et patata. Voilà. On est vraiment dans ce type d'imitation péjorative qui passe notamment par les sons. Ceci, cela, c'était ceci, c'était cela. Donc, font dessus tout, c'est-à-dire font par-dessus tout. Hein. Les dédaigneuses, précieuses dédaigneuses, évidemment, il s'agit
dévaloriser, de disqualifier, de condamner les précieuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Que se passe-t-il? Hop, c'est comme pour le héron, sauf que ça prend plus de place. Mais on passe cette fois donc des brochets, carpes aux tanches, sauf que ça prend plus de temps. Alors je ne sais pas si la connotation extrêmement péjorative de tanche existait déjà au XVIIe. Ça doit, à vérifier. Médiocres gens, donc les gens moyens, hein, bon parti médiocre, paf, on descend d'un cran, vinrent se mettre sur les rangs, elle de se moquer. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un infinitif de narration, comme égrenouille de sauter. Et bien ça donne de la vivacité, alors même que l'infinitif est un temps atemporel. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte, ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude, la belle se sugrée de tous ses sentiments. Hop, on continue. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte, hop. Le rejet qui va montrer comment le discours, les paroles dont se paie la jeune femme, qui devient donc de moins en moins jeune au fur et à mesure du récit, débordent et prennent trop de place et trop de temps. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Et bien oui, si les bons partis sont partis, il reste de la place pour les autres. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. Solitude peut être aussi un peu religieuse à savoir. Avec le grâce à Dieu et une solitude, c'est aussi une retraite spirituelle. Et là, hop, les nuits en solitude vont avoir quelque chose de tristement grivois. La belle se sugrée de tous ses sentiments, l'âge, la fille des choix, radieux tous les amants. Un an se passe, et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite, elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis labour, puis ses traits choquer et déplaire, puis s'en sortent de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappât au temps, saint insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer, que n'est cet avantage pour les ruines du visage. Allez, on reprend ça. Alors là, je la fille des choix, radieux tous les amants. Donc en fait, ce qu'on a par rapport à la fable du héron, c'est un tableau beaucoup plus long, un récit beaucoup plus long sur une temporalité beaucoup plus vaste. Un jour, c'était dit au début, et là on se focalise sur la fille parce que finalement c'est sa vie tout en entier. Et donc en fait, ce qu'on a dans la succession des prétendants et des amants, amant c'est qui? Amant c'est pas forcément qui couche avec, hein. Et c'est qu'on a d'abord les paroles de la belle à ses amants qui se dégradent, mais ensuite c'est elle-même qui se dégrade. Un an se passe et deux avec inquiétude. On n'avait pas de chagrin, l'inquiétude arrive. Le chagrin vient ensuite. Et donc le chagrin qu'elle n'avait pas vient. Et le chagrin est ainsi présenté comme un de ses amants. Et donc dans cette suite, ce sont les sentiments, la rancune et la tristesse qui remplacent. Et dans le même temps, La Fontaine a la cruauté et le sexisme de montrer ce qui peut se défaire dans le visage d'une femme et ce qu'il ne dirait jamais s'agissant d'un homme. À savoir déloger quelques ris, donc ça ce sont les sourires, hein, les rires, les jeux puis l'amour, puis ses traits choquer et déplaire. Elle est d'abord de moins en moins agréable en conversation, puis physiquement. Puis s'en sorte de phare, c'est-à-dire qu'elle était fraîche, et ensuite elle doit elle-même se rattraper pour rattraper le temps, d'où la comparaison ensuite avec la maison, ce qui est quand même très désagréable, les gens ne sont pas des maisons. Les ruines d'une maison pour les ruines du visage en équivalent. Sa préciosité changea l'or de langage, son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi, le désir peut loger chez une précieuse. Sa préciosité change alors de langage, il s'agit vraiment de condamner les précieuses, hein, c'est vraiment sexiste. Et là, c'est un dialogue avec elle-même qui passe par le miroir. Prenez vite un mari, il faut le faire vite avant de ne plus pouvoir. Parce que là, le temps se voit. C'est vraiment moche de la part de La Fontaine. Et petite grivoiserie, je ne sais quel désir le lui disait aussi. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un calcul. Les nuits de solitude mais sans chagrin, le temps passant deviennent des nuits de langueur, et c'est-à-dire de frustration et de désir non assouvi, de désir sexuel. Le désir peut loger chez une précieuse. C'est rigolo parce que c'est comme si on habitait chez elle dans sa maison, comme les demeures d'étanches, et comme si son corps était une maison, rappelant la comparaison du visage à la maison. Donc hop, tout est bâti comme ça par un réseau d'analogies.
Alors, le désir peut loger chez une précieuse, ça a l'air d'être une morale. En tout cas, une forme de vérité générale. Une précieuse, article indéfini. Celle-ci, hop, reprise, on revient au récit, fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru. Et donc, un malotru, c'est un homme mal fichu au départ. Et donc, elle va surprendre en finissant par se marier avec celui qui veut bien. On peut là... alors, l'ironie est donc évidemment dans le contraste entre ses désirs et la réalité, une fois que le temps l'a rattrapé. Mais ce que l'on a aussi, c'est un rappel tout aise et tout heureuse. Ça nous rappelle le héron. Il fut tout heureux et tout aise. Hop, c'est inversé. Ça, c'est quand même rigolo. Et dans ce cas-là, s'il s'agit d'inverser ou de garder les mêmes choses, on reprend le héron. La fin, le prix, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer, lui non, alors de rencontrer, paf, pareil, un malotru chez la précieuse, chez la fille, un limaçon pour le héron. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose d'éminemment grivois. Dans l'évocation du limaçon pour malotru, inutile de vous parler d'un symbole miniphallique. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on voit tout ça? Quelques mots, puis je vois que les barres de la batterie se déchargent. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, La Fontaine est sexiste, ce n'est pas une surprise, personne n'aimait les précieuses. Forcément, c'était des femmes indépendantes. C'est pas là que ça va jouer. Tout ce qui va être de l'ordre des ravages du temps pour une femme fait partie du sexisme, mais ce n'est pas mon propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on a deux poèmes, une seule morale, ou plusieurs morales, mais peut-être que la morale réelle se trouve dans la juxtaposition, dans le quasi-terme à terme entre les poèmes, parce que ça devient amusant. Quand le malotru se retrouve ramené à son statut de limaçon, c'est quand même plutôt rigolo. Et finalement, ça nous parle du désir de la précieuse, ça nous parle aussi du malotru. Qu'y a-t-il d'autre? Évidemment, la structure des récits est la même. Le héron peut ressembler à la fille. Le héron parle comme un humain, et la fille peut avoir des accents de héron. Quoi, moi, quoi. Et ça nous amène à un monde dans lequel la frontière entre l'animalité et l'humanité n'est pas si nette. Et c'est plutôt joli. Quoi d'autre encore? Ce que je trouve extraordinaire, c'est d'avoir deux récits pour une morale qui va être au centre. Parce que si on reprend les métaphores topiques, et elles sont explicitées par La Fontaine dans sa préface des fables, il nous dit qu'il est très cartésien. Il y a le corps et la tête, il y a l'âme et le corps. Le récit et la morale. Et là, on a quoi? On a deux corps et une seule âme. Et en plus, la distinction entre les animaux et les humains, distinction qui est très cléricale et très cartésienne, et bien ici, elle ne marche pas. Parce que finalement, c'est pareil. Ce n'est pas au héron que je parle, on se rappelle. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Mais chez vous, ça veut dire qu'on parle des animaux pour parler des humains? Alors, est-ce qu'il s'agit de faire de La Fontaine en antispéciste? Ce serait beaucoup dire. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Un anti-cartésien, beaucoup plus sûrement. Est-ce que la critique ici, elle va passer par la morale? Voilà, il n'aime pas les précieuses. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai pour le reste de la vie de La Fontaine, je m'en fiche un peu. De toute façon, tout le monde tapait sur les précieuses, comme on tape sur les féministes. C'est la même chose. On va toujours critiquer quelque chose à propos des femmes qui se bougent. Mais ça, c'est pas le fond de la poésie. Mais comment il va passer son anticartésianisme? Par une structure poétique, par cette juxtaposition et par des jeux de parallélisme et d'analogie. Et ça va être mis en scène, en fait, par le fait de ne pas respecter les règles, par l'hétérométrie de La Fontaine, qui est donc prime sautière, comme on dit, peut-être que je le prononce mal, ça va arriver donc par, ces décrochages de vers, les changements rimiques, donc de rimes, ça va arriver par la mise en place de tableaux qui ont l'air d'avoir toujours été là, et qui en fait sont complètement nouveaux, et ça nous amène à adhérer en tant que lecteur, et en même temps on se fait complètement balader.
Et la question c'est comment il nous balade et comment il nous invite à nous balader avec lui. Ici c'est assez clair, hein, avec ce diptyque. En fait, littéralement, cette poésie c'est un monstre. Ok, on est cartésien, mais en prenant que des exemples qui ne fonctionnent pas chez Descartes. Et ça, ben c'est ça la littérature. C'est être capable de faire ça. Et là, on peut citer telle ou telle citation, tel vers. Ce n'est pas au héros que je parle. Mais quoi, moi, quoi? Il faut entendre que c'est un cri animal placé dans la bouche d'une humaine. Et ça, c'est ce que peut faire la littérature. Et c'est ça que je trouve absolument fantastique chez La Fontaine et chez d'autres, et qui le rend aussi difficile parce que moi, je suis pas sûre de moi là. Par contre, on peut regarder comment il nous balade, et ce que ça va amener, et comment finalement il en arrive à contredire ce qu'il a l'air d'affirmer assez souvent. Parce que les morales, elles collent peu. C'est quoi la morale de La Cigale et la Fourmi? C'est qui est sympa dans La Cigale et la Fourmi? Ça marche pas, hein. Je vous dis à bientôt.